Vous avez certainement l'habitude de le voir passer dans le ciel rochelais régulièrement, de couleur rouge et jaune, l'hélicoptère de la sécurité civile, indicatif radio Dragon 17, fête ses 50 ans en ce mois de juin 2013. Il y a quelques jours, Dragon 17 était en renfort dans les Hautes-Pyrénées pour les inondations. Radio Collège vous propose une émission enregistrée à la base hélicoptère de la sécurité civile à La Rochelle afin de mieux faire connaissance avec ces hommes et cet hélicoptère qui veille sur nous. Alors, une émission spéciale sur Radio Collège aujourd'hui, une émission qui se déroule à la base hélicoptère de la sécurité civile à La Rochelle. Nous sommes donc juste à côté de l'aéroport de La Rochelle et une émission qui a lieu dans le cadre d'un anniversaire. C'est le 50e anniversaire de cette base hélicoptère de la sécurité civile. 50e anniversaire donc en 2013. La base a donc été créée en 1963. Nous sommes installés au cœur de cette base où se trouve à quelques mètres de nous l'hélicoptère rouge et jaune, l'hélicoptère de la sécurité civile. J'ai autour de moi donc deux pilotes et un mob. On verra tout à l'heure ce qui se cache derrière ces trois lettres. En face de moi, j'ai donc Philippe qui est chef de cette base. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici chez vous. Avec plaisir, Thierry. Donc Philippe, vous êtes chef de cette base de La Rochelle. Depuis quand vous êtes ici? Depuis 2003. À côté, j'ai également Christophe. Bonjour. Vous êtes tous les deux donc pilotes ici à la sécurité civile. Depuis combien de temps? Alors moi, Christophe, depuis 2009. Pardon. Depuis 2009. Et à ma droite, j'ai donc Jean-Louis qui est dans le jargon de la sécurité civile, MOB, mécanicien opérateur de bord. Depuis combien de temps, Jean-Louis? Bonjour d'abord. Bonjour. Ça fait depuis 91, je suis sur La Rochelle et mécanicien depuis bien longtemps. Alors pilote, on imagine ce que c'est, bien sûr, conduire l'hélicoptère, mais mécanicien opérateur de bord, pour les gens qui ne connaissent pas, est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer un petit peu ce que votre rôle au sein de cette base? C'est-à-dire que sur l'hélico, pour le faire voler, on a des contrôles journaliers à effectuer, des contrôles ensuite en fonction des heures de vol qui sont faites, donc toutes les 50 heures, 100 heures, tout ça c'est des entretiens qui se font tout au long de la vie de la machine. Mm-hmm. Donc c'est les mécanos qui s'occupent de ça. Ensuite, il y a la partie mécanique donc pure. Ensuite, il y a toute une partie administrative, donc parce que maintenant, à l'heure de l'informatique, tout se fait sur ordinateur. Ensuite, on a aussi tout ce qui est préparation et participation à la mission, équiper la machine en fonction de la mission qui est demandée. Pour la partie vol, on assiste le pilote et on est aussi susceptible de faire d'effectuer les treuillages, donc qui est une partie particulière du vol, quoi. Alors, est-ce qu'un mécanicien opérateur de bord pilote? Pas du tout. C'est-à-dire que vous n'avez pas le brevet de pilote hélicoptère? Pas du tout. Ah bon? Pareil. Des petits regrets peut-être de ne pas pouvoir piloter une machine, non? Chacun son C'est un peu paradoxal ça, d'être responsable d'une machine, de la connaître par cœur, ce qui doit être votre cas, au point de vue mécanique, et de ne pas pouvoir tenir le manche. Bon, c'est pas frustrant du tout, non. C'est chacun son boulot. Ça se passe très bien, je crois que les collègues. Ah mais il y a absolument. Je ne vais pas leur piquer leur boulot. Moi, je serais incapable de faire de la mécanique. Non, mais ils sont très forts. Ils n'ont pas besoin de moi, en fait. Vous n'avez pas le droit, mais est-ce que vous sauriez sans doute le piloter, cet hélicoptère? Pas du tout. Pas du tout? Il est modeste. Ah bon, j'imagine. Il est modeste, il serait parfaitement capable de le poser. Voilà, mais bon, à savoir que dans le travail qu'on fait, c'est un travail en équipage. D'accord. Hein, chaque vol est un vol en équipage avec un pilote commandant de bord, un mécanicien opérateur de bord. Que les décisions de la mission sont prises en général de concert, et c'est ce qui permet d'avoir des résultats positifs dans les missions accomplies. Ok, j'ai le crochet à 2 mètres sous le patin. Hein. D'accord, on sera 6-7 mètres de câble. Ok, en avant 3, 2, 1. Ok, stop l'avant, ils ont saisi le crochet, il accroche, à gauche 1,
Il est accroché, câble tendu, déjaugeage en avant 1. En même temps que tu déjauges. Ok, contrôle puissance, c'est bon? Ouais, c'est tout bon. Allez, tu peux dégager. Alors on reviendra tout à l'heure sur vos missions ici dans cette base. Pour commencer donc une émission, je l'ai dit au début, à l'occasion du 50e anniversaire de cette base hélicoptère à La Rochelle, qui a donc été créée en 1963. C'était pas à cet endroit, puisque cette base est relativement récente. Cet endroit, il a été ouvert en 2005. 2005. Et alors, 2005. En 1963, où était cette base? Alors, À côté 1963, en 1963, d'abord, c'était pas une base, c'était un détachement de Bordeaux. Voilà. Et donc, la base était implantée à proximité du parc Franck-Delmas. D'accord. Voilà. Donc, vous voyez le parc qui est à proximité du casino, avec une zone herbeuse dégagée. Assez grande, bah voilà, l'hélico était posé à cet endroit-là. Et en 1964, ils sont venus sur l'aéroport, mais à l'autre bout de l'aéroport, à l'endroit où sont actuellement les pompiers qui gèrent la sécurité incendie de l'aéroport. Et ce donc jusqu'en 2000. Jusqu'en 2005. Jusqu'en 2005. Ouais. Alors en 1963, je suppose que les moyens n'étaient pas les mêmes que ceux que vous avez en 2013. 1963, le détachement était ouvert avec un hélicoptère de type Bell 47. Alors Bell 47, pour ceux qui ont regardé MASH, Ouais. voilà. On a tout de suite l'image. Voilà, vous avez l'image avec MASH, et c'était l'appareil qui a ouvert le détachement. C'est un appareil avec une bulle en verre devant. Voilà, avec une On grosse montait à 3 dedans. deux dedans, alors une grosse bulle dedans, et la victime était où 3 Sur le côté. Excusez-moi, Avec la jambe dehors, dehors Voilà, et donc, les Sur le victimes. cas Ouais. du Bell 47. et la victime était à l'extérieur d'une civière. Donc ça, c'était le premier hélicoptère qui a équipé la sécurité civile. Ça s'appelait la sécurité civile au début? Protection civile. Protection civile, voilà. Donc c'est le premier hélicoptère qui a équipé donc. Ouais, qui a équipé les premières bases de la sécurité civile. Avec des systèmes, à l'époque, il n'y avait pas les treuils, il y avait des systèmes de sauvetage qui étaient assez amusants à voir, entre l'échelle de corde ou l'encre accrochée sous l'hélico pour récupérer quelqu'un à l'eau, par exemple. Voilà, mais c'était les prémices, et heureusement qu'il y avait ces prémices-là pour en faire évoluer le métier. Alors donc ça, on est dans les débuts des années 60 avec cet hélicoptère, le Bell donc. Par la suite, il y a eu bien sûr d'autres hélicoptères. On est passé à l'Alouette après, c'est ça? Alouette 2, puis l'Alouette 3, qui est arrivé ici en 69, si je ne m'abuse. Et l'Alouette 3 qui est resté donc sur la base de La Rochelle jusqu'à l'arrivée du BK 117, appareil qui nous équipe actuellement, qui est arrivé en 2004 sur la base de La Rochelle. Alors l'Alouette 3, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'était l'hélicoptère rouge. Voilà. Hein, il était tout rouge avec cette verrière sur l'avant. Ouais. C'était un son mythique. Un son Voilà. mythique, un ouais. bruit particulier. un sifflement Sifflement, voilà. Ouais. très particulier que l'on entendait venir de loin. Ça restera l'hélicoptère mythique de la sécurité civile. Ah bah c'était l'hélicoptère de référence de la sécurité civile. C'est vrai que tous ceux qui ont connu cet appareil, voilà, on parle avec une grande émotion. Jean-Louis, je pense que vous pourrez vous en parler plus longtemps que moi, et certainement mieux que moi, parce que j'ai très peu connu cet appareil. Mais c'est vrai que bon nombre d'anciens et de moins anciens en gardent des souvenirs émus. Quelle est la différence entre l'Alouette 3 et le C145 que vous avez maintenant? C'est le jour et la nuit ou... Oui, c'est comme le jour et la nuit. Disons qu'on est passé de l'aéroclub à l'aéronautique. L'Alouette 3 à l'époque, c'était le GMC des Américains, quoi. Donc elle répondait toujours présente, quoi. Donc c'était une machine rustique, mais qui faisait exactement ce dont on avait besoin, quoi. Elle était un petit peu en avance sur son temps quand elle est sortie. Ensuite, elle a été dépassée, bien sûr, mais c'est une super machine, quoi. On en garde de beaux souvenirs. Vous avez travaillé combien de temps sur cette machine? Quelques années? Oui, déjà quand j'étais militaire, j'avais travaillé un petit peu dessus. Et ensuite, j'ai dû travailler 15 ans ici, quoi, avec. Donc, c'est quand même quelques bons souvenirs. C'était un besoin, d'après vous, de changer cette machine? Elle était arrivée au bout de son exploitation? Ou elle aurait pu continuer encore Oui, elle aurait pu continuer encore, mais bon, vous savez, il faut vivre avec son temps. Maintenant, c'est une machine...
Le BK-117, c'est une machine IFR capable de faire plein de choses, alors que l'Alouette 3, c'était quand même tout à la main, quoi. C'était surtout le BK, c'est un bimoteur et ça change beaucoup de choses dans les procédures. Ouais. C'est ça la grosse évolution. Parce qu'en matière d'emport, on n'emporte pas plus de personnes, mais c'est la sécurité, c'est le bimoteur, c'est des sécurités quand on est en ville, quand on est au-dessus de l'eau. Enfin voilà, c'est surtout ça que ça a apporté. Et puis après, un peu plus rapide, un peu plus gros, ça peut. Voilà. Donc cet appareil est arrivé en 2002, il a maintenant 11 ans, mais c'est quand même une machine, c'est quand même une machine jeune. Bon, maintenant c'est une évolution d'un appareil ancien, mais avec une avionique digne de notre temps, avec des possibilités de type de vol comme l'IFR. Donc l'IFR, c'est le vol aux instruments, c'est-à-dire que pour ceux qui connaissent pas, c'est un vol où on peut partir par des conditions météorologiques dégradées pour aller atterrir sur un terrain avec des conditions météorologiques également dégradées, chose qu'on ne pouvait pas faire avant avec l'Alouette 3. Voilà, on fait également du vol de nuit sous jumelles de vision nocturne. Donc ça, c'est-à-dire, ce sont des jumelles qui vous permettent d'évoluer. Voilà, ce sont des jumelles en noir complet. Alors presque. Alors on a entendu beaucoup de choses sur la sécurité civile, entre autres qu'avant le BK, la sécurité civile faisait pas de vol de nuit, ce qui est entièrement faux. Avec l'Alouette 3, vous faisiez des vols de nuit? Bien sûr, parce que le vol de nuit, en fait, c'est un vol qui s'effectue à vue. Donc on vole de nuit comme on vole de jour, sauf que les repères sont parfois moins évidents à identifier. Quand on a des jumelles de vision nocturne, ça intensifie la lumière. Les photons qui sont présents dans l'atmosphère. Donc, pour les auditeurs, ça correspond à l'image que l'on voit aux informations avec les différents conflits armés, où on voit toujours une image verte et noire et un peu jaune, voilà. Donc ça, c'est le principe de l'intensification de lumière, et ça nous permet d'aller plus loin dans nos missions, de les faire différemment et avec plus de sécurité. Donc tout ça, on le doit à l'arrivée du BK. Ensuite, bien évidemment, on est en bimoteur, comme le disait Christophe, ce qui nous apporte une sécurité supplémentaire. On a une allonge également au niveau rayon d'action qui est quand même importante. Voilà, donc c'est un appareil qui nous a apporté quand même un gros plus, et qui a permis de ménager un bon tournant au niveau de la sécurité civile. Et même fabriqué en Allemagne, les moteurs sont français, le pilote automatique c'est français, il y a une grosse partie de l'avionique qui est fabriquée en France. Il y a un pilotage automatique sur l'hélicoptère. Oui, bien sûr. C'est que vous touchez à rien et l'hélicoptère avance tout seul. Oui, c'est pas forcément aussi simple que ça, mais c'est vrai que c'est pas comme dans un avion, quoi. C'est le même pareil. C'est pareil. C'est pareil. Par exemple, pour vulgariser la chose, on dit par exemple, on veut monter à 3000 pieds, ce qui correspond grosso modo à 900 mètres. On tourne une petite molette, l'altitude que l'on désire s'affiche. On appuie sur le bouton, il va monter, il va s'arrêter à cette altitude. Pareil pour la navigation. Voilà. Alors ça, c'est très intéressant pour nous, parce que ça correspond à la fois à une gestion du vol, qui est intéressante, donc, et qui nous permet de nous reporter sur d'autres tâches. Et puis, dans les missions qu'on fait, on pilote également l'appareil à la main. Quand on va treuiller, bien évidemment, on ne sert pas des différents couplages ou modes supérieurs qu'on peut avoir. Donc là, on pilote la machine vraiment comme on doit la piloter. Voilà, donc on arrive à marier toutes les phases intéressantes des différents types de vols. Le pilote automatique, c'est une aide, c'est pas un fantasme comme certaines personnes l'imaginent. Oui. Parce que récemment, il y a un EC145 qui a volé sans pilote. Alors on en a entendu toutes les couleurs. C'est pas ça le pilote automatique. Le pilote automatique, c'est pas de monter dans la machine, de toucher à rien que la machine vole. C'est une aide, comme a dit Philippe, qui permet de libérer des tâches pour le pilote. Voilà, de faire autre chose. Et de toute façon, le problème du pilote, c'est qu'il y aura toujours des pilotes dans la machine, parce que c'est en cas de panne, en cas de dégradation, il faut quelqu'un qui soit capable de rattraper la situation. Là, ce qu'on a pu voir effectivement sur les différentes vidéos de l'hélico sans pilote, qui est le C145 d'ailleurs. Ouais, c'est le C145. C'est bon, c'est un drone, Voilà, ni plus ni moins un drone qui permet d'aller évoluer dans des zones à risque où on n'enverrait pas un humain. Par exemple, une centrale nucléaire qui a explosé. Voilà, ce genre d'application. Voilà, maintenant c'est utopique de dire on va aller treuiller en falaise avec un drone. Non, parce que déjà il y a la décision. La décision elle restera toujours humaine. Voilà, quoi qu'on en dise. Voilà, et essayer de faire monter une équipe médicale ou aller récupérer des victimes sans qu'il y ait personne devant, je pense que les gens seront beaucoup moins tranquilles. Je crois aussi. Oui.
Retour dans l'émission spéciale 50e anniversaire de la base hélicoptère de la sécurité civile à La Rochelle, avec Philippe et Christophe, tous les deux pilotes, et également Jean-Louis, mécanicien, opérateur de bord. Christophe, comment vous êtes arrivé à être pilote dans la sécurité civile ? Oula. Expliquez-nous un petit peu. Je vais demander ça aux autres aussi. Déjà, c'est particulier puisque Philippe et moi, on est quasiment de la même promo, donc on s'est connus en école de pilotage il y a moultes années. Voilà, on était deux promos l'une après l'autre. Et après, chacun a suivi une voie différente. C'est-à-dire que moi, en ce qui me concerne, j'ai fait 5 ans dans l'armée de terre. Et puis après, j'ai voulu connaître autre chose, donc je suis parti dans la marine. J'ai fait une demande de changement d'armée. Donc je suis parti dans la marine nationale pendant 12 ans. Et puis au bout de 12 ans, j'ai voulu encore connaître autre chose, donc j'ai démissionné de la marine nationale et je suis parti dans le civil. Je suis parti m'installer en Guyane, après à Tahiti. J'ai fait beaucoup de vols, des tas de vols différents. En pilotant ? Oui, toujours comme pilote. Toujours comme pilote. Oui, ça c'est mon métier et je me vois pas faire autre chose. Donc j'ai fait du offshore en Tunisie, j'ai fait le Paris-Dakar, j'ai fait du transport de VIP, j'ai fait des vols dans les hôpitaux, j'ai fait à peu près tout ce qui était possible de faire avec un hélicoptère. Alors pourquoi être arrivé à la parce que depuis très longtemps, dans notre promo, il y avait un pilote dont le père était un vieux pilote de la sécurité civile, et je savais que c'était ça que je voulais faire. Voilà. Et donc ça m'a permis de connaître plein d'autres choses, et puis un jour, arrivé à la limite d'âge d'ailleurs, de pouvoir postuler et de faire ce métier, qui pour moi, le sauvetage, c'est l'aboutissement de l'hélicoptère. Donc aller se balader, aller emmener des gens, aller chercher du pétrole, aller faire des courses, ça c'est bien, mais faire du sauvetage, pour un pilote, je pense, avec ce type de machine, ce type de mission, c'est l'aboutissement d'une vie de pilote. Enfin, c'est la mienne en tout cas. Comment on postule pour rentrer dans la sécurité civile ? Je vous dis, donc moi, c'était très particulier puisque j'étais pas en France et que la limite d'âge de la sécurité civile pour le recrutement des pilotes venait passer de 40 ans à 43 ans. Donc j'avais un coup. Depuis 98, je postulais. Enfin là, c'était vraiment la dernière année. Et paradoxalement, le fait d'avoir une vie un peu variée a sûrement joué en ma faveur. Parce que la sécurité civile cherchait des pilotes qui avaient une autre expérience, donc de la marine, de tout ce que j'ai fait. Voilà, après on était très nombreux, parce que chaque fois que la sécurité civile propose des places, il y a à peu près une dizaine de postulants par place. Donc on était très nombreux, il y a une première sélection sur dossier, et ensuite on est convoqué à des tests avec des médecins, avec des pilotes, avec des mécaniciens, avec des gens qui vous posent des tas de questions qui peuvent paraître bizarres, qui au début vous paraissent vraiment bizarres, et puis ils se réunissent, et puis ils arrivent à voir, a priori tous les pilotes qui postulent, à 40 ans, ils ont à peu près le même niveau. Ils ont environ 2500 heures de vol ou plus, puisque c'est ce qu'on demande, 250 heures de nuit minimum, une grande expérience du treuillage, des missions diverses et tout ça, donc on va dire que les pilotes sont tous au même niveau. Après, ce qu'il faut trouver, le problème, c'est de trouver des gens qui sont équilibrés, qui vont bien s'entendre avec leurs mécaniciens, parce qu'on va passer beaucoup de temps ensemble, parce qu'on n'est pas toujours en alerte, mais on est toute la journée ensemble. Et puis de surtout savoir prendre une décision, savoir réagir dans l'urgence, ne pas paniquer. Voilà, tout ce qu'on demande à un pilote qui a une certaine ancienneté et qui est capable de gérer cette mission, alors que le pilotage c'est devenu, on va pas dire secondaire, mais il faut que ça soit quelque chose d'acquis, de toutes les phases de pilotage soient acquis pour pouvoir se consacrer entièrement à la mission. C'est important de ne pas avoir le profil du Saint-Bernard en fait. C'est-à-dire ? Le profil du Saint-Bernard, c'est grosso modo, c'est sauver ou périr quoi. Vous voyez, c'est aller rechercher quelqu'un sans analyser ce qui peut se passer autour. Voilà. Alors que c'est un métier qui est pas toujours évident parce que des fois il faut savoir dire non. Si par exemple on est déclenché pour un secours et que les conditions s'y prêtent pas, et si vous refusez le secours, d'aller. D'abord, on doit le refuser. Ouais. On doit le refuser parce qu'on part avec, on est un équipage, on a des partenaires avec nous, on a un appareil. Si, en mettant dans la balance, le risque encouru est trop important par rapport, parfois, à la victime, c'est parfois difficile à dire. C'est d'ailleurs ce qui est le plus difficile, je dirais, dans notre métier. Il faut savoir dire non. Il faut savoir dire non. Et ça, c'est le pilote qui prend la décision. C'est en commun avec le mécanicien opérateur de bord. En général, le pilote a déjà sa première idée sur la situation météo. En général, c'est très souvent une décision météo parce que. Oui, c'est la météo. Voilà. En général, c'est la météo qui prévaut dans le domaine. Alors parfois le pilote peut le sentir, il pose la question au mécanicien et la décision est prise de concert. Voilà. Mais c'est vrai que c'est quelque chose parfois qui est pas toujours facile à vivre parce que voilà,
Mais voilà, il faut savoir dire non, et on a également la chance d'avoir des équipes partenaires. Bon, je pense par exemple aux médecins régulateurs, parce qu'ils ont également un gros rôle à jouer au niveau du SAMU, qui ne nous mettent pas la pression. C'est-à-dire que si vous dites non, c'est non. Ils Voilà. n'insistent pas en disant on peut peut-être quand même y aller. Voilà. La décision de l'équipage est toujours respectée. Ça arrive régulièrement, ça? Non, régulièrement, ça Le arrive pas refus de- régulièrement. enfin, Ça arrive ponctuellement. Ouais. Ça arrive ponctuellement, hein, bien évidemment. Hein. Mais bon, voilà. Après... Jusqu'à quel niveau, au point de vue? C'est le vent, je pense Non. Non, c'est pas le vent? Non, c'est pas le vent. Après, les conditions, ça va être des problèmes de brouillard, de nuages très bas, de très mauvaise visibilité. Voilà, c'est pour ça que tout à l'heure, je vous parlais du vol aux instruments qu'on peut réaliser avec le C145. Ça, on peut le faire. C'est très bien pour partir, c'est très bien pour arriver sur un terrain. Mais s'il y a quelque chose qui se passe en plein milieu de la campagne, on va pouvoir y aller, par exemple. Bon, voilà. Ça, c'est un exemple. Ça peut arriver également sur une intervention maritime où les conditions météo vont être très mauvaises. Voilà. Est-ce qu'il faut prendre le risque d'aller blesser un plongeur en treuillage sur un bateau ou pas? Voilà. Si vous voulez, même la décision peut même être prise au cours de la mission. Hein. Voilà. Ce qui est important quand on prend la décision, quand on reçoit le coup de fil, c'est de savoir être sûr à 100% qu'on va l'accomplir complètement. On peut pas partir pour aller voir. Hein, c'est pas une mission comme ça, parce que si jamais si le pilote dit au régulateur oui je fais, le régulateur il peut voir rien d'autre, il peut voir pas d'ambulance, il se dit c'est l'hélico qui fait. Et l'hélico il peut pas aller voir et dire ah bah non finalement tu vas rire mais je peux plus faire. Ça, c'est pas possible. Donc, il y a des missions. Enfin, ça représente pas beaucoup de missions. Hein. Nous, on tient des statistiques, ça doit représenter. Et paradoxalement, à La Rochelle, c'est quasiment au mois de juillet qu'il y a le plus d'annulations de vol à cause des orages, à cause des choses comme ça. Mais le vent, ça, c'est pas un problème. La Rochelle, c'est rarement givrant. L'hiver, c'est assez calme comme condition. Donc, il doit y avoir, je sais pas, peut-être 3 ou 4 vols par mois refusés. Donc, c'est très peu en hiver. Ouais. Alors, on a eu donc la carrière de Christophe. En résumé, je m'adresse maintenant à Jean-Louis, mécanicien opérateur de bord. Vous, pareil, comment vous êtes arrivé à la sécurité civile? Comment ça s'est fait? Moi, j'ai commencé... Il y a eu un avant sécurité civile? Oui, Bien sûr. il y a eu une première vie, oui, effectivement. Bon, j'étais militaire aussi, donc dans l'armée de terre. Il y a beaucoup, pardon, il y a beaucoup de pilotes et de mécaniciens qui viennent de l'armée, j'ai l'impression, non? 99%. Ouais, c'est la grande majorité, parce que pour le type de mission et le type d'expérience que la sécurité civile demande, il y a que l'armée qui vous donne une telle expérience. Il y a la formation, les coûts de formation, tout ça. Et puis beaucoup de vols de nuit, et dans le civil, on vole très peu la nuit, donc il faut beaucoup de vols de nuit. Le JVN, l'IFR, tout ça, c'est des vols très chers que peu de civils peuvent se payer. Et donc les pilotes militaires ont une grande expérience, ils ont déjà été formés par l'État, donc ça a déjà coûté à l'État, donc ça serait dommage de passer à côté de cette expérience. Après, c'est ouvert aux civils, hein, tout le monde peut postuler, il y a des civils, il y a des gens qui ont même été formés au sein de la sécurité civile, mais quand on reçoit les gens, ce que je disais tout à l'heure, il faut de l'expérience, ce que disait Philippe, il faut quand même avoir suffisamment de recul pour être capable de dire non à la pression. Donc toutes ces choses-là, on peut les acquérir facilement. Au cours d'une carrière militaire, où on a fait des conflits, où on a fait des vols par tous les temps, où on a fait beaucoup de choses. Et je pense que la sécurité civile a choisi ça parce que justement ça permet d'avoir ce recul. Jean-Louis, donc on en était, à donc, l'armée. J'ai commencé par l'armée, toutes les formations à l'école de Bourges, ensuite les affectations dans les régiments sur Alouette, un petit peu d'avion, un peu de gazelle, beaucoup de Puma. Et ensuite, j'ai voulu changer de vie, changer de métier du moins. Et je me suis retrouvé de nouveau sur l'hélico. En fait, donc, j'avais fait un séjour à Grenoble où il y avait une base de sécurité civile qui était à côté de la base militaire. Donc, forcément, ça donne envie, quoi. La montagne, tout ça, c'est quand même prenant. Et donc, pour rentrer en sécurité civile, quand j'ai quitté l'armée, j'ai dû, moi, faire un stage de police. Donc, je suis fonctionnaire de police. D'accord. Parce qu'à l'époque où je suis rentré, ça fait déjà longtemps, c'était la seule manière de pouvoir rentrer. Et donc j'ai fait 10 mois de stage, et à l'issue du stage, on m'a dit, finalement, on va vous recruter dans la sécurité civile. Donc j'ai commencé un petit peu sur Paris, puis affecté sur Grenoble. Donc deuxième séjour sur Grenoble, et maintenant je suis à La Rochelle, donc depuis 21 ans, ou 22 ans même.
Vous êtes le plus ancien ici. Ouais, malheureusement. Non, mais ça se voit pas. Il y a encore pas mal d'années à faire. Oui, encore. Ouais. Vous êtes passé par Grenoble, la sécurité civile, Grenoble, la montagne. Oui. Là, vous êtes sur la mer, montagne, deux secteurs totalement différents. Complètement différent. C'est vrai que la montagne, c'est 10 fois plus de secours, c'est certain. Les risques sont aussi multipliés par 10 parce qu'il y a quand même beaucoup de treuillage dans des conditions particulières. Maintenant, la mer a ses risques aussi, donc, et ses plaisirs aussi. Hein. Donc, c'est vrai que un petit rayon de soleil sur le port de La Rochelle, c'est sympa aussi. Quoi. Sur les îles, je suppose. Sur les îles, bien sûr. Quelques préférences, peut-être, la montagne, la mer, au point de vue boulot. J'ai beaucoup aimé la montagne, quand même. J'ai beaucoup aimé la montagne. Ouais. C'est vrai. Philippe, pareil, même question, donc, sur la carrière. Comme l'a dit Christophe, on est sensiblement de la même promotion d'école de pilotage. Sauf que moi, je suis resté 15 ans dans la LAT, donc c'est l'aviation légère d'armée de terre. Voilà, sur différents types de machines, puisque j'ai fait de la Gazelle, j'ai fait un peu d'Alouette 3, du Puma, du Super Puma, avec de nombreux séjours outre-mer, et en particulier en Afrique, avec des conflits au Tchad, en Centrafrique. Beaucoup de missions intéressantes, quelques embarquements également sur des porte-avions. Ensuite, moi j'ai fini ma carrière militaire au Luc-en-Provence en tant qu'instructeur sur Super Puma. Et puis en 1996, j'ai eu la chance qu'un pilote quitte la sécurité civile et ils ont ouvert un recrutement et j'ai pu rentrer fin 96. Donc cette année, ça va faire 17 ans. 17 ans de sécurité civile avec quelques années au Havre, 2 années à Nîmes et depuis une dizaine d'années ici maintenant. Carrière, sécurité civile intéressante. Militaire également, pour l'instant, je regrette absolument rien. Retour dans l'émission spéciale, 50e anniversaire de la base hélicoptère de la sécurité civile à La Rochelle. Dans une journée, expliquez-nous un petit peu, on va peut-être demander à Christophe comment ça se passe une journée ici, dans cette base où nous sommes en ce moment. Comment ça se déroule? Vous arrivez le matin, vous dormez ici, expliquez-nous un petit peu. En fait, l'alerte se prend sur soit 24 heures, soit plusieurs jours. Ça dépend de l'activité. Voilà, donc on va imaginer le premier des matins. Donc on arrive un peu, on va dire, enfin moi personnellement vers 8 heures du matin pour débuter l'alerte à 9 heures. La relève des équipages se fait à 9 heures. D'accord. Donc il faut toujours arriver un petit peu avant pour préparer la machine. Rencontrer le pilote qui quitte, qui lui vient de faire la nuit, pour se passer les consignes, parce que la machine, il peut y avoir des tas de choses. Il peut y avoir des consignes sur la machine, il peut y avoir des consignes particulières dans la région, des choses qui ont été prévenues. Enfin, on reçoit beaucoup de messages, il y a beaucoup de choses à lire, mais le pilote qui quitte peut éventuellement indiquer s'il y a par exemple un obstacle qui vient d'arriver ou quoi que ce soit sur l'émission. Ensuite, une fois que cette phase de dialogue est finie, le pilote prend en compte la machine, il prend en compte la mission puisqu'il va être tout seul dans la journée, il prend en compte la base, et puis après, avec le mécanicien, on prépare la machine à deux, le mécanicien prépare de son côté, le pilote de son côté. Ensuite, on confronte un peu on se confronte le matin pour arriver à faire les essais ensemble de la machine. Il y a des pré-vols à faire, théoriques, pour regarder un peu si tous les systèmes fonctionnent. Ensuite, on met la machine dehors, parce que la plupart du temps, elle a passé la nuit dans le hangar. Et puis, à partir de là, débute la journée d'alerte classique. Donc, il peut y avoir, en fonction des bases, ça dépend si les bases sont équipées d'un personnel administratif ou pas, c'est la vie d'une base, c'est la vie d'une maison. Il y a des choses à faire, il y a des choses à entretenir, il y a des visites de personnel, des plombiers, des électriciens. Enfin, voilà, c'est la vie d'une base. Le pilote est seul avec son mécanicien. Dans la journée, si le chef de base n'est pas forcément présent, il fait office de chef de base, donc il y a des décisions à prendre. Et puis, on est en attente de la mission. Voilà. Donc, vous passez la journée du matin jusqu'au soir ici, vous rentrez chez vous le soir? Alors, on peut dormir sur la base, parce que la base de La Rochelle est équipée de 2 chambres. Et entre autres, c'est le cas si on revient très tard, puisque une fois qu'on est là pour 24 heures, il n'y a plus d'horaire. C'est-à-dire que même si on va manger, le secours est prioritaire. Donc ça arrive souvent qu'on se mette à table, on n'a même pas le temps de commencer, que le téléphone sonne et il faut repartir. Donc cette période, elle est sur 24 heures. Donc au moins jusqu'à la durée jusqu'à l'heure du coucher de soleil plus 30, ce qui actuellement doit faire à peu près 22h30. On est présent sur base, prêt à décoller en quelques minutes. Et puis après, de nuit, on peut, si on habite à proximité, rentrer chez soi.
en étant prêt à décoller assez rapidement ou dormir sur base. Ça, c'est le goût de chacun. Il faut dire que la base de La Rochelle, on est particulièrement bien équipé. C'est sûrement la plus belle base de France. Une base récente, moderne, agréable à vivre. Donc voilà, donc on a des chambres, on a une petite cuisine, on a une salle de repos, une salle de musculation. Donc il y a plein de choses à faire. Donc on est là pour 24 heures ou 48 ou un petit peu plus si on fait une période un peu plus longue. Vous êtes de permanence, ça dure combien de temps une permanence, une durée d'alerte? En fait, on est... Ça peut durer 24 heures, 48 heures, 72 voilà, heures. On est limité à 5 jours et 5 nuits de plus. Bon, après, il y a des choses qui interviennent sur le repos de nuit. C'est à vous d'organiser, quoi. Voilà, après. Ouais. voilà. On est 4 pilotes et 4 mécaniciens et on n'est pas en équipage constitué. C'est-à-dire qu'un pilote peut très bien faire une permanence de 3 jours, alors que le mécanicien en faire 2. Donc au cours de sa période, il va avoir 2 jours un mécanicien, puis un autre mécanicien qui va arriver. Le niveau, justement, de la façon de l'instruction fait que des pilotes et des mécaniciens qui viennent d'horizons très différents, avec des expériences très différentes, l'instruction leur donne un même niveau. Et chaque pilote de la sécurité et chaque mécanicien est capable d'aller en basse mer et en basse montagne ou en basse plaine. Donc on a des marins, des anciens marins, qui sont devenus chefs de base d'une basse montagne. Parce que ils ont fait toute une carrière sur la mer, mais que maintenant ils aiment la montagne et qu'ils se sentent bien en montagne. Donc rien n'est obligé. C'est pas parce qu'on est un ancien marin qu'on va finir en basse mer. Et parmi les pilotes, tous les pilotes à peu près, même s'ils arrivent d'expériences très différentes, ont à peu près le même niveau. Donc on peut changer très facilement. Donc voilà, moi aujourd'hui je vais remplacer Philippe cet après-midi avec un mécanicien. Demain matin j'en aurai un autre. Et ça posera aucun problème et aucune différence pour la mission. C'est même plutôt bien ça. Oui, c'est plutôt bien. Pas toujours travailler avec la même personne. Voilà, c'est plutôt bien de se remettre en question, en effet, de ne pas avoir d'équipage constitué. Et le niveau est tel qu'on peut passer facilement d'un pilote à un autre et d'un mécanicien à un autre sans que ça pose aucun problème. Les procédures sont tellement bien établies qu'on ne verra pas la différence. Alors, vous êtes en alerte. Comment se déclenche l'alerte? Comment se déclenche le secours? Il y a quelqu'un à aller secourir. Qui déclenche le secours? Le secours peut être déclenché donc soit par le CODIS 17. Le CODIS, c'est le centre donc opérationnel départemental d'incendie et de secours. D'accord. Qui lui donc possède, qui est donc la régulation de tout l'ensemble des secours. En fait, c'est les pompiers du 10-17 qui gèrent le CODIS 17. Donc ça, ils vous préviennent. Un coup de fil. Alors voilà, eux peuvent nous déclencher. Donc pour une mission de recherche, pour une mission de secours. Le SAMU est à même de nous déclencher également, SAMU 17. Oui, Dragon 17, bonjour. Oui, bonjour, c'est le SAMU au téléphone. J'ai un départ avec une équipe primaire, avec une équipe de La Rochelle sur Saint-Pierre-de-Léron. Oui, Saint-Pierre. Ouais. D'accord, il n'y a pas de problème. Ok, je déclenche. Le Cross-Etel, qui est lui situé à proximité de Lorient, Secours en mer, est à même également de nous déclencher. Donc en fonction de l'organisme qui nous déclenche, on va adapter la mission. C'est-à-dire si par exemple le SAMU nous déclenche pour un secours primaire routier, là on va partir dans la version où on est actuellement, une version avec civière, etc. Là si le lieu de l'endroit est bien connu, s'il n'y a rien de particulier, entre 3 et 5 minutes on est en l'air. Ça va très vite. On est parti sur l'île d'Oléron. On est parti donc avec une équipe médicale pour un enfant qui serait susceptible d'avoir une fracture dans une colonie de vacances. Il va nous falloir à peu près 8 minutes pour aller sur Saint-Pierre. Imaginons qu'en plein été, en voiture, il faudrait un minimum 1h30. C'est d'ailleurs le charme du métier, c'est que dans la minute qui suit, là, on ne sait pas ce qu'on va faire. Donc ça, c'est vraiment, on peut très bien se retrouver à Paris, comme sur l'île de Ré, comme à travailler sur un bateau à 30 nautiques, ou aller chercher quelqu'un qui est tombé dans un puits. Il y a vraiment tout un panel de missions qui est. Il n'y a pas de routine dans ce métier. Il y a peu de routine. Non, c'est vrai que c'est ça, c'est ce qui fait le charme du métier. Voilà, et ça. Aussi bien à 10h du matin qu'à 3h du matin en pleine nuit. Donc ça c'est l'intérêt du métier. Voilà, donc chacun de ces organismes peut nous déclencher, sachant que nous on est un moyen national. C'est-à-dire que si demain il y a un plan rouge qui a lieu dans le Massif central ou en Bretagne ou je ne sais où, nos autorités de tutelle à Paris peuvent nous déclencher et nous dire Dragon 17, vous partez dans le Var ou à Toulouse ou à Clermont-Ferrand, voilà. Quel est le rayon d'action de l'hélicoptère? Vous intervenez pas uniquement en Charente-Maritime, vous venez de le dire, vous pouvez être appelé n'importe où, mais en général, quand vous intervenez, ça reste sur le littoral. On fait beaucoup d'interventions sur les îles, Ré, Oléron, Aix.
Non, déjà, de par les délais... Ça pour une question de rapidité, bien sûr. Ça pour une question de rapidité. Pour une question de rapidité, parce que quand il faut évacuer quelqu'un du bout de l'île de Ré ou de Saint-Denis-d'Oléron ou l'île d'Aix, en plus l'île d'Aix qui est tributaire des marais, imaginez avec un bateau, c'est pas toujours évident. Par exemple, l'alerte est déclenchée, vous partez sur le point le plus loin de l'île de Ré. Ouais. Combien de temps vous mettez pour arriver sur place, on va dire? Grosso modo, on est appelé ici, 5 minutes après, on est en l'air, 3 minutes après, on pose à l'hôpital, on récupère l'équipe médicale, et puis une dizaine de minutes après, on est au bout de l'île, soit l'île de Ré, soit l'île d'Oléron, quoi. Ce qui aurait demandé, avec une ambulance... Beaucoup plus long. Beaucoup plus long. Beaucoup plus de temps, surtout en été. Beaucoup plus de temps. Et c'est là qu'on se rend compte que l'hélicoptère est indispensable. Ouais, c'est indispensable. Départ pour un jeune enfant qui est passé au travers d'une baie vitrée sur l'île de Ré. Donc à partir de maintenant, le temps d'intervention pour nous sur zone, c'est 3 à 4 minutes. Les missions les plus fréquentes, donc on peut penser que c'est le secours routier, le secours en mer. Alors, le secours en mer, le plus fréquent, on a l'appareil de la Marine nationale qui est à proximité. Donc, quand le cross déclenche en général, l'hélicoptère de la Marine nationale partira en général de façon prioritaire. Maintenant, ça arrive qu'on en fasse également. Nous, on fait les secours sur les plages pour les noyés. Bien évidemment, quelquefois, on fait quelques secours en mer. Pas assez à mon goût, mais bon, on en fait quand même quelques-uns, ça arrive. Il faut trouver une coque retournée. Le premier qui la voit prévient. Ok. Ok, j'ai le visuel sur la coque. C'est là la coque? Ouais, c'est donc le Dragon. On a visuel sur la coque retournée. Et j'aperçois une personne à proximité. On débute les opérations de treuillage. Ok, j'ai un plongeur passé sous le patin. Ok, je t'écoute, Patrick. Ok, on avance pour 2 mètres. J'avance pour 2 mètres. Et à droite 1 mètre. À droite 1 mètre. Plongeur en contact avec la victime. Ok. On sort de l'eau. Ok. Allez, tu peux transiter, c'est que... Allez, on va au sec. Dragon 17, procède des coups de parler. Ici Dragon 17, victime récupérée à bord. Oui, salut 17, le Dragon, on a récupéré la personne à l'eau. Donc elle a une épaule luxée, on va l'amener à l'hôpital. Le secours routier, eh bien oui, on fait du secours routier, on fait du secours à domicile également, des accidents domestiques, accidents du travail. On pense surtout au cas où le blessé aurait besoin d'être transporté avec le moins de vibrations possible, le moins de secousses. Voilà, puisque l'hélicoptère a l'avantage de ne pas procurer de secousses aux victimes. Voilà, l'avantage c'est que le moyen est stable en vol. Voilà, il y a un énorme gain de temps. Hein, et de confort. Il n'y a pas d'accélération ni de freinage comme dans une voiture. C'est régulier, on a décollé, voilà, c'est laminaire jusqu'au bout. Et pour vous donner un petit exemple, un vol jusqu'à Nantes, ça va nous prendre une trentaine de minutes, jusqu'à Poitiers 35 minutes. Paris 2 heures, sans compter les missions de secours primaire. Voilà. On fait également des missions feux de forêt, des missions de recherche. Mais le département de la Charente-Maritime est un département particulier parce que c'est un département qui est tout en longueur. Et récemment, on a fait une intervention malheureuse là à Bussac-Forêt, qui est quand même au sud de Montendre. Hein, on est à 2 km de la Gironde. Il nous faut quand même 30 minutes pour descendre. Hein. Et dans ce cas-là, Dragon 33 n'était pas plus près que vous? Dragon 33 était déjà occupé. D'accord. Voilà. On parle de Dragon, tiens, oui, on n'a pas dit. Dragon, c'est le... Il est temps de le dire. On aurait pu commencer par ça. Ouais. Voilà, le Dragon, c'est l'indicatif radio de l'hélicoptère. Alors, c'est l'indicatif radio avec le département d'implantation. Voilà, donc ici, Dragon 17. Bordeaux, Dragon 33 et ainsi de suite. Pourquoi Dragon? La question. Alors, c'est une très bonne question. À mon avis, il y a autant de versions que de personnel. Ouais. Moi, la version que j'ai, c'est qu'un des premiers hélicoptères qui faisait du secours, c'était un Dragonfly, et que c'est resté du nom de Dragonfly, Dragon, et qu'on a gardé ce nom-là. Mais j'en ai entendu plein d'autres. Ouais, moi j'ai entendu aussi les dragons sous Napoléon qui allaient rechercher les victimes sur le champ de bataille. Voilà, donc voilà. Il y a autant de versions que de personnel. Ouais. Une autre version peut-être de Jean-Louis, non? Jean-Louis, non. Non, Dragon. Dragon, c'est vrai. Je sais pas vraiment d'origine du. Autant chez les Canadaires, Pélican, ça s'explique. Oui, vu l'appareil. Mais Dragon,
Voilà, on n'a jamais craché de flamme. Non. Retour dans l'émission spéciale 50e anniversaire de la base hélicoptère de la sécurité civile à La Rochelle, avec Philippe et Christophe, tous les deux pilotes, et également Jean-Louis, mécanicien, opérateur de bord. Est-ce qu'il vous arrive, au cours de votre carrière, d'avoir peur? Est-ce qu'on travaille avec la peur quand on est pilote à la sécurité civile ou mécanicien? Non. Si on travaille avec la peur, bon, je pense pas qu'il faille faire ce métier. Maintenant, il y a des fois où la situation va être plus tendue, mais voilà, c'est une situation qu'on gère, enfin qu'on analyse et qu'on gère. Voilà, maintenant, décoller avec la peur, non. On a la chance d'être dans une structure. On est conscient de ce qu'on fait. Et puis, comme je vous disais tout à l'heure, on n'est pas tout seul. Et on fait pas n'importe quoi. Non, puis surtout, on est dans une structure où les hélicoptères sont bien entretenus. On n'a pas une pression commerciale. Moi qui ai connu le civil, ça n'a rien à voir. Où il faut vraiment gagner de l'argent et qu'on part dans tous les mois. Et une fois qu'on est parti, il faut gagner de l'argent. Donc il faut ramener la mission. Il faut faire la mission. Il faut ramener les personnes. Enfin, il faut aller jusqu'au bout de la mission. Nous, on est déjà très bien entraînés, ce qui n'est pas le cas dans le civil forcément. Les machines sont bien entretenues. Le commandant de bord a la chance d'avoir beaucoup de pouvoir, entre autres, même sur les partenaires. Donc, enfin pour le pilote en tous les cas et pour son mécanicien, parce qu'on est quand même en équipage, on a suffisamment de pouvoir et d'autorité pour gérer la mission comme on l'entend et dans des bonnes conditions. Et j'ai pas connaissance de mission où les pilotes se soient fait peur ou soient revenus en disant oh là là, je suis passé tout près. Voilà. Alors que dans le civil, moi ça m'est arrivé, mais dans la sécurité civile, non. Jean-Louis. Non, il y a des missions qui sont un peu plus chaudes que d'autres, c'est certain, mais en général, on fait pas n'importe quoi et on gère quand même l'affaire correctement. Hein. Je pense pas qu'on puisse parler de peur. Après, des fois, il y a quelques poussées d'adrénaline sur une mission. Hein, si on effectue par exemple un patrouillage de nuit dans des conditions un peu particulières, bon, mais c'est quelque chose qu'on gère et qu'on sait gérer. Donc voilà. Et puis c'est ce qui fait l'attrait du métier, hein, parce que bon, des fois, pour être plus performant, il faut un peu plus de stress, quoi. Mais voilà, alors, la peur en tant que telle. Peut-être pas sur le coup dans l'action, mais peut-être qu'après, un coup est revenu à la base, entre vous discutez sans doute, après, vous parlez, oui, et de se dire, waouh, c'était peut-être un peu chaud là, non? Après, quand il y a des missions particulières qu'on a traitées d'une façon particulière, on fait ce qu'on appelle un rétex entre nous, un retour d'expérience. Et on en discute, voilà, moi j'ai fait ça comme ça, comme ça, comme ça. On aurait peut-être pu le faire comme ça, comme ça, comme ça, et puis on peut en discuter. Voilà. Mais le but, c'est aussi que ça profite à tout le monde, hein. Parce que comme on dit dans notre métier, profitez des erreurs des autres, vous vivrez pas assez vieux pour les faire toutes vous-même. Donc voilà, c'est pour ça. Il faut se faire une base de données, une bibliothèque avec tout ce qu'on connaît, tout ce que les autres ont pu connaître. Et puis partant de là, on arrive à gérer les situations mieux. Ouais. Alors, peut-être plus stressé par ce qu'on voit, par les gens qu'on va récupérer, par la détresse des gens que par nos missions. Donc. À savoir également que si on parle parfois d'accidents aériens, les quelques accidents qui ont pu se produire se sont produits dans des phases peu délicates. Dans la mission en tant que telle, si la mission est pointue, les gens sont tellement axés sur ce qu'ils font qu'ils sont extrêmement concentrés et il ne se passe pas grand-chose. Après, il est arrivé, bon, heureusement pour nous, touchons du bois, il s'est jamais rien passé ici. Bon, il y a quelques bases, hein, bien évidemment. Comme dans le métier qu'on fait, c'est arrivé quelques fois. Bon, c'était dans des phases de recherche qui sont pas des missions spécialement difficiles, quoi. Il y a eu un accident récemment, je crois, dans le Puy-de-Dôme, sur Dragon 63, qui a touché une ligne électrique, je crois. Oui. Ça, les lignes électriques, c'est un de vos points noirs. Ah la ligne électrique, oui, c'est un de nos points noirs. Bon, c'est vrai que alors maintenant il y a plusieurs points noirs, hein, parce que il n'y a pas que les lignes électriques, hein, maintenant. Parce que le département de la Charente-Maritime, enfin la région Poitou-Charentes est quand même très en avance sur les énergies renouvelables, mais ça en est un point tel que des éoliennes, il y en a partout. Donc grosso modo, une éolienne, ça fait entre 120 et 130 mètres de haut. Enfin, je parle pour la pale quand elle passe en haut. Donc, si on est amené à évoluer dans une zone par mauvaises conditions météo ou avec des visibilités réduites, faut quand même être très vigilant sur les éoliennes, hein, parce que sur un ciel gris, une éolienne blanche,
voilà. Bon, heureusement, nous on a des calculateurs, on a essayé d'en plotter un maximum, comme ça on essaie de les voir apparaître. Mais bon, voilà, il y a les lignes. On a l'habitude de ce type de vol de par le passé, comme disait Christophe tout à l'heure, les expériences qu'on a eues en tant que militaire, on a quand même une expérience riche dans le domaine. Bon, et on arrive à évoluer entre les obstacles. Maintenant, l'affaire de Clermont-Ferrand, l'affaire de Clermont-Ferrand, c'est une malheureuse affaire. La ligne était très peu visible. Voilà. Mais heureusement, l'histoire s'est bien terminée. Mais l'histoire s'est bien terminée. Voilà. Le pilote a pu poser l'appareil sans problème. Oui. On parlait tout à l'heure avec vous, Jean-Louis, de l'émotion que vous ressentez quand vous transportez des gens. On peut dire que dans les missions de secours, vous êtes en contact avec la mort, puisque il arrive que des missions ne se passent pas toujours bien, c'est-à-dire que la personne décède. Ça a dû arriver quelquefois, sans doute dans l'hélicoptère. Comment vous vivez avec ça, avec cette Nous, voilà, quand on intervient sur un accident, on se dit qu'on y va pour rendre service, enfin pour aider les gens. Maintenant, bon, l'issue n'est pas toujours gaie, mais bon, nous on a fait notre maximum, donc ensuite on peut pas culpabiliser non plus. Bon, c'est vrai que c'est dramatique de voir mourir quelqu'un, mais voilà, on en est là, quoi. On peut pas faire plus qu'on ne fait, quoi. Ce qui est délicat, moi je dirais, ça je l'ai vécu il y a pas longtemps, c'est la détresse de la famille qui est à côté, par contre. Ça c'est difficile. Quand on voit la famille qui vient de réaliser ce qui vient de se passer, bon, moi je suis resté un peu sous le choc quelques temps, quoi. C'est vrai que bon, maintenant, comme dit Jean-Louis, on peut pas tout prendre à notre charge, hein, mais bon, c'est vrai qu'il y a des situations qui sont pas forcément faciles. Ce qui est difficile dans ce métier, c'est que très rarement, on est au courant de la suite des événements. C'est-à-dire qu'on peut arriver sur un endroit, créer un lien avec la personne parce que la personne ne va pas être transportée tout de suite. Il peut se passer même 1 heure avec la personne dans l'ambulance. On va la rencontrer, on va lui parler, on va créer un lien. Si on arrive dans les premiers qui nous ont appelés très rapidement, que la personne n'est pas encore transportable ou elle n'a pas été traitée, c'est le médecin qu'on transporte, l'équipe médicale qui va la traiter. Donc nous, on peut rester pratiquement peut-être 1 heure si cette personne est difficilement transportable. Donc on peut monter dans l'ambulance, on peut rencontrer la famille comme disait Philippe, là il va se créer un lien. Ça arrive des fois qu'il n'y ait pas du tout de lien, on arrive, la personne, on l'embarque et on part comme ça. D'accord. Mais ensuite, une fois qu'on a transporté cette personne et comme disait Jean-Louis, on a fait notre travail au mieux, au plus rapide, souvent, c'est très rare qu'on ait des nouvelles de ces gens-là. Parce qu'on ne peut pas appeler l'hôpital après pour le savoir, on ne nous appelle pas pour nous dire, donc on va faire un gros carton, un gros accident où on va connaître des gens. Ces gens, on va les déposer quelque part et on ne saura plus jamais ce qui se passe. C'est très très rare que les gens nous appellent après. C'est très très rare qu'on les rencontre. Donc on ne sait pas s'ils sont morts, ils ont été sauvés. Voilà. Moi personnellement, je l'ai su une fois. J'étais avec Jean-Louis sur un très très gros accident. On pensait, parce qu'on nous avait dit que la personne, c'était une jeune fille qui avait eu un accident à l'école de commerce. On pensait qu'elle était morte, c'est ce qu'on nous avait dit. On l'a transportée vraiment dans un cas désespéré. Et 1 an après, par hasard, par l'école, j'ai appris qu'elle allait bien, qu'elle avait été sauvée, qu'elle n'était pas morte du tout et qu'elle avait tout récupéré. Voilà. Et ça fait plaisir quand même de savoir qu'on a eu un bon résultat, mais c'est rarissime de le savoir. Comment vous expliquez ça que les gens viennent pas vous voir après ou je crois qu'ils sont mal. Vous allez me dire c'est pas mais ça fait toujours plaisir. Déjà ça fait toujours plaisir d'avoir une personne qui revient vous voir et vous dire merci. Déjà il y a une chose. Déjà je pense qu'il y a une chose, c'est que déjà les gens quand on va les chercher, ils se rappellent plus. Ils n'ont pas pris conscience forcément de ce qui s'est passé. Sans doute, t'as été transporté on peut leur dire après, mais ils réalisent pas par rapport à quelqu'un, si vous voulez, qu'on va les chercher, comme ça m'est arrivé quelques fois, quelqu'un qui tombe d'un bateau qu'on récupère, eux ils sont en bonne santé, choqués, en bonne santé, on les récupère, eux ils réalisent. Bon, maintenant, s'ils n'ont pas des gens qu'on récupère sur un accident, par exemple, s'ils n'ont pas quelqu'un effectivement à côté pour leur dire tiens, t'as été évacué par tel moyen, etc., tout ce qui avait été mis en œuvre à côté, bon, ils vont pas forcément réaliser. Et c'est vrai qu'il y a une dizaine de jours, on a eu la visite d'une maman et de sa fille qui sont venues nous remercier ici. Voilà. Ça fait toujours plaisir. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Mais c'est très très rare. Ouais, c'est très très rare. Il y a quoi pour la base de La Rochelle, ça représente 400 à 500 personnes secourues. S'il y a 3 ou 4 retours, 3 ou 4 lettres, c'est grand maximum. Hein. Grand maximum. Mais nous, ceci dit, on ne demande pas de reconnaissance. Hein. Non, mais c'est juste. Mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir, c'est tout. Mais à mon avis, les gens osent pas. Les gens osent pas, d'abord parce qu'en effet, ils savent pas. Mais ils peuvent en effet faire la démarche de dire mais qui m'a sauvé, qui m'a ramené.
Le cas de cette jeune fille, elle savait, mais elle a pas osé venir parce qu'ils se disent, peut-être qu'on les a... Moi, ça m'est arrivé de faire des secours où la personne me disait, excusez-moi de vous avoir dérangé. Je dis, mais absolument pas. Au contraire, pour nous, c'est le but de notre métier. Et ils osent pas revenir en se disant, on les a dérangés, on va pas en plus insister, tout ça. Alors qu'au contraire, à mon avis, ils peuvent venir sans problème se présenter à la base. Et au contraire, les équipages sont très heureux de savoir qu'on a servi à quelque chose et surtout de toucher du doigt parce que sinon on le sait pas. Donc le mot est passé. N'hésitez pas. N'hésitez pas. On est ouvert 365 jours par an, même à Noël. Même à Noël, vous pouvez venir. Même écrire, même un petit mot. Amenez les croissants le matin, il n'y a pas de problème. Voilà, même un petit mot, même n'importe quoi, ça fera plaisir. Voilà. On peut même venir sans avoir été transporté. Si on veut visiter cette base, c'est possible. Dans la limite. Oui, dans la limite du raisonnable. Mais non, mais c'est possible, il n'y a pas de problème. La porte sera ouverte, vous pouvez venir. Jeter un œil à cette base, il n'y a pas de problème. Vous pouvez sonner à la porte. Voilà, on vous ouvrira. On vous ouvrira si on est là. Voilà. Si ça répond pas, c'est qu'on n'est pas là. Philippe, vous avez participé, on parlait tout à l'heure d'événements malheureux. Je sais que vous avez participé il y a 3 ans à la tempête Xynthia, vous étiez d'intervention. Oui. 3 ans après, on se souvient toujours de ce qui s'est passé, ça a marqué ça? Ah oui, Xynthia, ça a marqué, oui. Vous étiez de permanence, donc le matin ou J'étais de permanence et oui, moi j'étais appelé en fin de nuit. On a décollé vers 6h30 du matin pour aller récupérer 36 personnes à Étré. Voilà, donc sur la rue de la Plage à Étré. Donc c'est vrai que quand on arrive, comme il faisait nuit, nous on était équipés, comme je disais tout à l'heure, avec nos jumelles de vision nocturne. Bon, c'est vrai qu'étant habitué un petit peu à Étré pour essayer de promener à vélo ou faire un footing ou éventuellement de la planche à voile, quand on arrive de nuit, on se dit ouf. Quand on voit tout qui est sous l'eau, ça fait quand même quelque chose. Et puis après, très vite, on a été aiguillé pour débuter les treuillages sur les toits. Donc ça, c'était la première partie qui a duré jusqu'à 9h du matin à peu près. Et puis ensuite, nous, on a été appelés pour aller sur Charon. Et quand on a décollé pour aller sur Charon, pourtant c'est pas loin, puis on connaît la zone, j'ai quand même sorti la carte. Je dis parce que ça ressemblait pas à ce que j'avais l'habitude de voir, quoi. Ouais. Voilà, il y avait de l'eau partout. Donc je dis, Charon est une île. Donc c'est vrai que c'était perturbant. Et à côté de ça, quand on a quitté la zone d'Étré vers 9h le matin, donc parce que nous on faisait les Noria, Étré, l'hôpital, on amenait les gens sur l'hôpital parce qu'il y en a beaucoup qui étaient en hypothermie. Mais c'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on peut pas oublier, de même que moi en 99, 97 également au Havre, j'en ai vécu, et des plans rouges très sévères. On n'oublie pas, quoi. On n'oublie pas. Combien de personnes vous avez sauvées ce jour-là? 36. 36 élitreuillages? Ouais. Ouais, dont une quinzaine de nuits, je crois. Ça restera un de vos grands moments de... Ah oui, c'est une belle mission, oui. Alors bon, ça a choqué peut-être les auditeurs, nous on parle de belles missions. Bon. Maintenant, voilà, ça c'est le cœur de notre métier. Voilà, si on est là, c'est pour ça. Christophe, également, des grands moments dans votre carrière de la sécurité civile, il y en a sans doute eu, des bons souvenirs. Oui, il y en a. Alors moi, en fait, dans la sécurité civile, je suis rentré en 2005, 4 ans au GSO, Groupement de soutien opérationnel. Donc là, c'est un pilote qui est disponible et qui va faire des renforts sur toutes les bases. Et puis 4 ans à peu près à La Rochelle. Donc depuis que je suis là à La Rochelle, j'ai pas connu de grosses interventions. J'en ai connu plus dans ma vie précédente, mais à La Rochelle, touchant du bois, j'ai eu des belles interventions comme celle que j'ai vécue avec Jean-Louis, là où c'était compliqué parce que la nuit était difficile et on n'a même pas pu revenir à La Rochelle tellement la météo était difficile. On a dormi à l'hôpital. Donc de savoir 1 an après que cette jeune fille s'en est sortie, ça faisait plaisir. Voilà, donc des souvenirs comme ça, oui. Maintenant, des grosses interventions comme Xynthia, où il y a eu, je crois, jusqu'à 8 hélicoptères sur la base, vraiment une grosse opération nationale, ça j'en ai pas connu depuis que je suis ici. Voilà. Mais comme disait Philippe, dans ce métier, on arrive le matin, on peut pas se dire aujourd'hui ça va être calme, parce que vous pouvez arriver tranquillement, vous mettez la combinaison orange, et 5 minutes après, vous êtes sur un truc diabolique avec un bateau en flammes, des dizaines de gens qui sautent à l'eau. Enfin, voilà, ça peut arriver, ça peut être une journée calme, ça peut être une journée catastrophique. Dans 5 minutes, il peut se déclencher un truc terrible. On peut pas le savoir. Voilà. Donc c'est l'intérêt de ce métier. Comme dit Philippe, c'est vrai que nous, on a tendance à dire que ce sont des belles missions parce que on était au bout de notre métier.
Voilà. Pour l'instant, je vais dire que j'ai fait des belles missions, mais pas de grosses missions comme ça. Jean-Louis, même question, des souvenirs sans doute. Il doit y en avoir. Il y en a quelques-uns. des bons et des moins bons. Une très grosse mission, pour nous, ça avait été en 99, quand déjà le premier soir, c'était l'Erika avec le pétrole qui se retrouvait sur toutes les plages, donc surtout en Vendée, et puis ça venait doucement vers chez nous. Et le soir, c'était la tempête de 99, donc où le lendemain matin, quand on a fait le tour du département, c'était la catastrophe. C'était des bateaux qui s'étaient écrasés sur les plages, et il y avait des traînées sur 100 mètres, quoi. Des toits envolés, c'était l'apocalypse, quoi. C'était vraiment un gros truc. Et bon, ça c'était une grosse mission, mais bon, c'est vrai que quand j'étais à Grenoble, il se passait beaucoup de grosses choses aussi, quoi. Voyage en montagne, il y avait des cas pas mal, quoi. Alors, 50 ans, donc, cette base, 50 ans cette année. C'était en juin, je crois, d'ailleurs. 29 juin 63. 29 juin 63, donc, première base. 50 ans, ça se fête, non? Est-ce qu'on va avoir droit à quelque chose cette année? Une démonstration, une visite de la base Bon, dans l'état actuel des choses et je dirais un peu des finances, on va attendre la fin de l'été et on verra ce qui se passe. D'accord. Voilà. Mais enfin, il est possible d'avoir une journée... Alors après, une journée portes ouvertes sur une base, c'est difficile de faire une journée portes ouvertes sur une base parce que le moyen, il peut être là ou pas là. Eh oui. Voilà. Vous êtes en intervention, évidemment. Voilà. Alors, si les gens viennent voir des murs... Je doute que ça les intéresse. Quoique la base est grande. La base est grande. On peut faire de la muscu. Voilà. Je doute que ça les intéresse. Voilà. Mais tout reste ouvert. Si on arrivait à avoir une deuxième machine, éventuellement, pourquoi pas. Oui. Messieurs, je vais vous remercier d'avoir participé à cette émission fort intéressante. L'alerte est prise là en ce moment. Oui, Christophe. Voilà, moi je la prends. C'est pas forcément une heure normale, mais il n'y a pas d'heure normale. Donc là maintenant, je prends l'alerte à partir de maintenant avec Xavier. Et peut-être que je vais regretter dans 5 minutes de lui avoir donné l'alerte s'il se passe quelque chose. On va rappeler juste pour ceux qui voudraient en savoir un petit peu plus, il y a des DVD qui existent sur les Dragons, et particulièrement il y a 2 DVD sur Dragon 17 qui ont été faits par Jacques Barinet, que vous avez accueilli ici à la base. Il y a un DVD qui s'appelle Dragon 17 Sauveur de vie, et puis également Un été au cœur des secours. Ces 2 DVD, donc vous pourrez les retrouver sur Internet en tapant Jacques Barinet, vous retrouverez. Il y a des livres également, il y a un très beau livre qui s'appelle H24. Oui, H24 qui avait été réalisé par Rémi Michelin. Voilà. Rémi Michelin qui a aussi fait un autre livre avec un DVD qui s'appelle Le chant de l'Alouette. Oui. Là aussi un très beau livre sur l'Alouette 3. Consacré à l'Alouette 3. Ouais. Et puis il y a aussi d'autres livres, un autre livre qui s'appelle Et le ciel t'aidera de Gérard Frisson, je crois. Oui, avec René Romé. Voilà, avec une préface de Philippe de Dieuleveux et avec la participation de Francis Delafosse, que vous connaissez, je crois, Jean-Louis. Très bien, oui. Qui a travaillé avec vous, peut-être à... Il était à Annecy quand moi j'étais à Grenoble. Donc on se connaît, il a participé à ce livre. Et puis, dans cette base, si vous voulez venir, on peut également acheter, il y a différents objets à vendre. Ah oui, oui. Ici, des petits hélicoptères, des écussons, des badges, tout ça. Des petits hélicoptères qui volent. Radio guidée, tout ça. Il y a plein d'objets que vous pourrez vous procurer si vous êtes amateur d'hélicoptères, de cet hélicoptère rouge et jaune, donc, que l'on est appelé à voir passer à nouveau au-dessus de nos têtes. Merci à Philippe, merci à Christophe, merci à Jean-Louis, et puis à très bientôt en l'air au-dessus de nos têtes dans l'hélicoptère Dragon 17. Merci. 50e anniversaire de la base hélicoptère de la sécurité civile, une émission qui a été réalisée par Thierry Lecoq avec la participation de Stéphane Bonifay.